Let me tell you briefly the story of a man who was resurrected during his lifetime, not after his death. This man was an entrepreneur, what we call a serial entrepreneur. He's 58 years old, and he created and developed 6 startups, companies, generate hundreds of jobs in his life. He sold most of the companies, sometimes millions of dollars, sometimes €1 when times were tough. As you have guessed, this man is me. I became a professional globetrotter and a travel writer. I published 2 books. The first one, the title is Libre, which means free. And the second one, which talk about my experience in Africa of 1 year, is Vivant, alive. And you can follow me also on my travel blog. There are thousands of pictures to inspire you for your next travel or holidays, and hundreds of original chronicles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter sous toutes tes facettes? Eh bien, donc je m'appelle Frédéric Pi. Je suis devenu l'homme le plus léger, le plus libre et le plus heureux de la planète. Suite à des décisions importantes que j'ai prises il y a à peu près 5 ans et demi, en 2018. J'avais une vie plutôt très agréable. J'ai été entrepreneur toute ma vie pendant à peu près 3 décennies, où j'ai eu la chance de lancer les Restaurants du Cœur, participer à cette merveilleuse aventure en 85 aux côtés de Coluche et d'une bande de jeunes zouaves que personne ne prenait au sérieux. Et donc on a lancé en 3 mois cette association que tout le monde connaît aujourd'hui. Malheureusement c'est un échec, parce qu'on espérait à l'époque qu'on le lançait pour 1 an et qu'on n'aurait plus besoin de nourrir des Français qui n'avaient pas de conditions suffisantes pour se nourrir en 85, et malheureusement ça dure encore. Et à l'époque, on avait servi, alors nous étions principalement des jeunes, puisque c'était basé sur le réseau des écoles de commerce. Donc je fais un petit spot là-dessus, parce que ça me paraît très intéressant. On avait servi 8,5 millions de repas les 3 premiers mois de l'hiver. Aujourd'hui, les Restaurants du Cœur en sont malheureusement à 170 millions. Donc là, ça se dégrade dramatiquement. Et j'ai vécu à 21 ans des choses extraordinaires. Donc je pense qu'avoir pédalé ensuite et recherché durant toute ma vie l'adrénaline que j'avais vécue aux côtés d'un certain nombre de camarades en 85, voilà, dans cette formidable aventure, il a fallu tout inventer, en peu de temps nourrir plein de gens, et donc de manière extrêmement désintéressée. Et ensuite, je suis tombé dans le digital, l'internet, j'ai eu des sociétés de technologie, j'en ai eu 6 autres, jusqu'à un jour de 2017, où j'avais une société d'une 50aine de personnes. Nous étions dans ce qu'on appelle la vidéo à la demande, un peu comme Netflix. Et je suis rentré d'une journée d'entrepreneur chez moi, dans un très joli appartement que j'avais dans le centre de Paris, que je louais une fortune, parce que j'ai jamais rien acheté. J'avais déjà une mentalité un petit peu de gitan, très éloigné de toute possession terrestre. Mais j'avais un joli appartement extrêmement fourni, et puis je m'assieds ce jour-là, je rentre du travail, je me sers un verre, j'étais seul dans l'appartement, et puis une question me vient d'un seul coup, certainement de l'univers, et je me dis, tiens, s'il y a un incendie, qu'est-ce que je sauve? Et là, curieusement, au lieu de répondre hâtivement, j'ai pris le temps de faire tout le tour de l'appartement. J'ai ouvert tous les tiroirs, j'ai regardé les contenus des tiroirs, j'ai ouvert les placards, j'ai regardé ma collection de photos, j'ai regardé chaque bibelot de l'appartement qui était bien fourni, parce qu'à l'époque j'avais 52 ans, donc une vie bien remplie, entourée de plein de choses matérielles comme la plupart des gens. Et puis d'un seul coup, au bout de 20 minutes, la réponse est tombée, qui était fatidique. C'était rien. J'emmène rien. J'ai 3 minutes pour me sauver la vie, mais je laisse tout. Ça n'a aucune importance. Et là, ça m'a beaucoup interrogé, parce que je me suis dit, peut-être que dans 4 à 5 ans, si les affaires allaient bien, j'aurais déménagé dans encore plus grand, j'aurais racheté d'autres meubles pour stocker du encore rien, quoi. Encore plus de rien. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même un problème. Et 4 à 5 mois après, je suis passionné de poésie, j'en écris et j'en lis. Je lisais l'autobiographie que je recommande à tout le monde de Pablo Neruda, qui s'appelle Confieso que he vivido, j'avoue que j'ai vécu.
Et un matin, je suis avec ma tasse de café, j'ouvre pas le bouquin, je regarde le titre, j'avoue que j'ai vécu, je me dis, quand même, c'est simple, mais c'est d'une portée philosophique incroyable parce que on peut démarrer n'importe quelle conversation avec un inconnu sur qu'est-ce que c'est que bien vivre et qu'est-ce que c'est que d'avoir vécu. Et alors chacun a sa définition. C'est une vie intense, c'est une vie où il y a eu des rencontres, c'est une vie riche, c'est une vie où j'ai gagné plein d'argent. Enfin, je sais pas. Chacun a sa définition. Et ça m'a interrogé. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux dire que j'ai vécu? Et la meilleure façon de le savoir, c'est d'imaginer que la mort frappe à ma porte, trois petits coups, et me dit, tiens, dernier baiser, on y va, je t'emmène. Et là, comme tout le monde, je pense que je me jette à ses pieds et j'essaye de négocier 3 mois, 6 mois, 12 mois supplémentaires pour finir la to-do list imaginaire que j'ai jamais formalisée, mais de choses que j'ai à vivre et à faire. Et là, me disant ça, je me suis dit, tiens, ça plus le coup de l'incendie et j'en porte rien, tout ça c'est absurde. Je travaille comme beaucoup de gens 11 mois dans l'année pour avoir le droit de me mettre en maillot de bain et en tongs au bord de l'eau et commencer à vivre. Et le chef d'entreprise travaille encore plus que d'autres, hein, c'est le pire esclave qui existe. C'est lui qui décide du pénitencier dans lequel il a envie de vivre, qui engage des gens. Et je expliquais toujours à mes salariés que s'il me donnait une lettre de démission, et si j'étais mal luné, au pire, dans 3 mois, il faisait du surf à Bali. Moi, avant de descendre, ou tout entrepreneur, avant de descendre de ses obligations financières, juridiques, sociales, morales, etc., très très compliqué de détricoter une vie voilà, d'entrepreneur. Et donc là, j'ai pris une décision qui était certainement la meilleure, mais peut-être un peu trop tardive. À 52 ans, c'était de me séparer de tout ce qui n'a plus aucune importance et tout ce que voilà j'avais et de vivre véritablement, et de devenir un professionnel de ma propre vie. Voilà. Donc ça m'a pris 8 mois, j'ai vendu ma société, euh, pas des millions de dollars, parce que tout le monde s'imagine qu'il faut être millionnaire pour s'offrir la vie que j'ai. Me suis séparé de absolument tous les biens matériels qui m'entouraient. J'ai organisé une fête avec 80 amis, j'ai mis des étiquettes en disant voilà les prix sacrifiés, tout est à vendre, vous partez avec les meubles, ou vous les aurez le week-end prochain. Et puis tout ce qui n'a pas été acheté à bas prix, je les ai offerts à des associations. Et donc, je possède aujourd'hui 2 pantalons, 2 paires de baskets, 5 t-shirts, et ça fait 5 ans et demi que je voyage dans le monde entier. Je suis parti en Océanie, et voilà, avec un sac de 14 kilos, je ne possède plus que ce que je suis, et on ne peut me voler pas grand-chose, quoi, voilà. Que, j'ai une certaine idée, c'est que, en fait, je définis la vie sur une ligne droite dans laquelle il y a 2 pôles qui sont irréconciliables. Il y a la liberté, qui m'est extrêmement chère, et mon premier livre s'appelle Libre. Donc c'est pas un pamphlet, mais un encouragement à se libérer et à trouver son chemin, et à aller vivre, à aller découvrir tout avant de partir, une vie bien remplie. Et puis à l'autre extrême, c'est la sécurité. Et la sécurité est sous-tendue par la peur. Et la peur, c'est quelque chose d'assez inouï, c'est qu'on a peur de choses qui ne nous sont pas arrivées ou qui risquent certainement de pas nous arriver. Et j'en vois beaucoup dans le voyage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis nomade, c'est-à-dire que j'ai une vie absolument vagabonde. Je change de lieu quasiment tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, en fonction de si ça me plaît, je reste. Si ça ne me plaît pas, j'avance, voilà. Et donc j'ai traversé et vécu dans 35 pays dans les 5 dernières années. J'ai acheté une moto en Amérique latine, j'ai acheté un 4x4 quand j'étais 1 an en Afrique, où je dormais sur le toit du 4x4. J'ai voyagé en Océanie dans des campers van, etc. Et donc tout ça totalise un peu plus de 100 000 kilomètres faits dans 35 pays, 3 continents, et c'est pas prêt de s'arrêter. Ok. T'étais pas libre et tu n'étais pas vivant avant, à l'époque où je t'ai connu dans le système? Alors, je pense que j'ai toujours été enthousiaste. J'ai toujours été j'aime l'humour, j'aime rigoler, j'aime procurer de l'émotion. Je faisais beaucoup de dîners, des soirées, parce que j'aime faire plaisir aux gens, et voilà. Et donc je pense que j'ai été ce que des amis ont qualifié un jour de dire je suis l'expression typique, parfaite du bon vivant. Mais bon vivant, c'est le type qui profite de la vie.
Et aujourd'hui, je suis plus un bien vivant. Et d'ailleurs, mon deuxième livre s'appelle Vivant et résume de manière un peu poétique et philosophique tout ce que j'ai appris au travers de 11 mois de voyage en Afrique australe, au contact de plein de populations formidables. Et c'est vraiment un continent qui est souvent méconnu, fantasmé, mais qui est incroyablement surprenant, et surprenant pour soi-même. C'est une merveilleuse école. Et donc la vie, j'ai toujours été proche d'elle. Et je pense que j'ai été épargné par la vie. J'ai jamais eu de grande maladie. J'ai jamais eu de cancer. J'ai jamais eu de crise cardiaque. Donc j'ai pas attendu un événement majeur euh, qui déclenche souvent d'un seul coup une prise de conscience. L'autruche sort de son trou et s'aperçoit que waouh, faut vivre. Ça, je l'ai pas eu et j'ai pris conscience uniquement grâce à Pablo Neruda un matin en observant ma vie et en me posant cette question qui m'est peut-être venue d'ailleurs, qu'on m'a envoyée, en disant tu peux peut-être faire autre chose, quoi. Et puis bon, 35 ans d'entrepreneuriat dans la tech, plein de boîtes, 500 personnes recrutées, des familles derrière, etc. Je pense avoir fait mon job là-dedans. Bon. Il était temps que je m'occupe un peu de moi et d'autres choses. Ouais. Mais ce que tu me dis, c'est comme s'il n'y avait pas énormément de contraste dans ta vie moderne, dans le système à l'intérieur. Donc tu dis que tu n'as pas eu de cancer, t'as pas de insight, d'éveil, tu as eu cette rencontre avec le livre. Ouais. Et d'après toi, c'est quoi le moment où ça bascule? T'étais prêt? T'étais pas épanoui? Ou c'est quoi le moment qui fait que tu bascules, tu quittes le système ou tu t'échappes du En système? fait, la dernière société, je l'ai gardée 9 ans, ce qui était plutôt un temps assez long chez moi, parce que j'avais tendance à créer des startups dans des domaines qui n'existaient pas. Donc j'étais assez novateur, j'anticipais. J'étais un des pionniers de l'Internet en France dans les années 95, hein, donc ça nous éloigne pas mal. C'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est que ça allait plutôt bien, mais quand je crée une société, je la développais très vite, et au bout de 4 5 ans, quand elle avait 50 80 personnes, etc., c'était une pure start-up, je la vendais pour m'adosser à un grand groupe, et puis au bout de 1 an, 2 ans, je reprenais un peu ma liberté. Je suis pas un amoureux fou du travail, je suis pas un stakhanovite, donc dès que j'avais un peu de rond et beaucoup de temps, je prenais le temps pour en profiter. Donc je voyageais, puis à un moment donné, je me suis marié, voilà, j'ai pas eu le temps de me pencher sur ce problème. Bon, ça a duré 7 mois la première fois, donc j'étais très start-up aussi dans mes histoires d'amour. Et donc l'idée, c'est que euh, oui, j'avais une jolie vie, mais la dernière boîte, je l'ai gardée 9 ans. Ça a été extrêmement compliqué financièrement dans les 5 6 dernières années. Il a fallu que je change beaucoup de gens dans l'entreprise, parce que j'avais donné un peu les clés de mon entreprise à mon comité de direction, à des jeunes, plutôt jeunes, qui avaient 30 35 ans, que j'avais associés au capital. Et je me suis aperçu, bon, je suis parti pour recréer une autre société en parallèle, en disant, bah voilà, on est 50, développer la société, peut-être que demain on est dans plein de pays, on est 1000. Et puis il y a eu une guerre en interne, les gens ne se sont pas du tout entendus. Moi, j'avais pas le nez vraiment sur les affaires. Et puis on m'a menti, la pipeline commerciale qu'on me disait qu'il y avait 4 à 5 millions d'affaires qui allaient tomber, bah, elles sont jamais tombées. Et puis tu t'aperçois que au final, en réalité, il y avait 250 000. Quand ça a 50 personnes à payer à la fin du mois et qu'il y a que 250 000 de chiffre d'affaires potentiel qui doivent rentrer, là, tu peux déclencher un ulcère. Et tu l'as déclenché? Non, non, pas du tout. Non? J'ai pris les choses en main, je suis revenu au bercail, j'ai laissé mon autre problème par ailleurs, que j'ai abandonné dans mon deuxième divorce. Donc là, je me suis concentré j'étais seul ensuite. Et puis j'ai remonté la boîte. Enfin, et ça a été un peu violent. Il a fallu se séparer de pas mal de gens qui s'étaient un peu endormis en chemin. Euh, et donc là, au bout d'un moment, j'étais vraiment très fatigué, j'en avais marre, ça m'a. Ok. Mais j'ai pas attendu l'accident. Donc j'étais vraiment épuisé, j'avais un comité de direction, j'avais des administrateurs qui m'ont dit, écoute, voilà, j'ai recréé une équipe de direction, mais j'étais épuisé. Ok. Donc il y avait ce facteur-là. Voilà, Il y j'étais avait épuisé, ça m'amusait plus, et voilà. Mais quand j'ai vendu, j'aurais pu recréer, j'allais recréer peut-être la 8e start-up de ma vie, parce que je savais faire que ça. Voilà, je vends, et il faut regagner de l'argent, parce qu'on est dans un système qui est extrêmement matérialiste et où l'argent compte visiblement autant que le sang. Et donc, comment gagner de l'argent? Moi, je sais faire une chose, c'est innover, inventer une idée, créer une société, la développer vite et retoucher de l'argent le jour où je la vends. Ok. Et donc là, tu as fait différemment. Et là,
Je me suis posé et par l'amour de l'écriture et de la poésie qui m'accompagne depuis l'âge de 15 ans, je pense, j'ai toujours écrit. J'écrivais quasiment tous les jours, mais des choses que j'ai jamais publiées. J'ai des tonnes de boîtes de carnets, etc., de choses, hein. Mais j'avais cette pratique et j'avais cette envie d'écrire de plus en plus. Et puis c'est là où je me suis dit, bah écoute, t'as un peu d'argent, c'est pas non plus des millions de dollars, mais comme je le disais, mais t'as surtout quatre ingrédients qui pour moi sont les ingrédients d'une vie réussie. T'as un peu d'argent, t'as la santé, parce que faire un tour du monde en chaise roulante, ça peut faire un beau documentaire, mais c'est plus compliqué. Et franchement, j'étais pas assez sportif pour ça. Donc j'avais surtout la chance de pas être dans un fauteuil roulant. Le temps, il se trouve que d'un seul coup j'étais libéré, je venais de vendre ma société à des concurrents qui m'ont dit immédiatement, j'ai signé le 21 juin 2018 et le 22 juin ils m'ont dit on n'a plus besoin de toi, nous on connaît bien le marché donc t'es libre. Et donc là je vais te dire ce que j'ai fait. Et puis le quatrième ingrédient qui est fondamental c'est la liberté. Et la liberté, moi j'ai un enfant qui avait 22 ans à l'époque. Il vivait avec sa maman à Paris, il avait sa vie, voilà. Et quand je lui ai annoncé, je lui ai dit, écoute, de temps en temps, j'ai un petit peu l'impression de t'abandonner parce que je vais partir pendant des années sans savoir combien de temps. Je m'étais pas donné de date de fin et la preuve, c'est toujours pas fini. Et je suis en train d'inventer des activités pour regagner de l'argent, mais à l'autre bout à l'autre bout du monde, en essayant de perpétuer mon voyage et de transmettre un certain nombre de choses, de faire partager tout ce que j'ai appris en 5 ans. Et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est amusant, c'est que j'avais plus de relations ensuite pendant les 5 ans, grâce à WhatsApp, qui est un monde merveilleux aujourd'hui où tout le monde se parle librement, on s'envoie des vidéos, enfin voilà, c'est là-dessus il y a eu le Covid qui a mis tout le monde. Moi j'étais en Afrique et j'étais itinérant quand il y a eu le Covid, donc j'ai pas connu tous les problèmes de confinement, etc. Heureusement. Mais voilà, j'avais tous les gens que je voulais avoir et j'étais plus connecté avec mon fils que quand il était à Paris, qui venait en coup de vent, il restait 2 minutes sur le canapé où j'étais pour éviter de me parler de ses notes à l'école, et puis il allait s'enfermer, jouer de la guitare avec ses copains, et après c'était papa je sors ce soir, etc. Donc on n'avait pas une communication de rêve, même si tout allait bien. Alors que là maintenant, bah, on se parle au moins une fois par semaine, on se voit en vidéo, je lui raconte ma vie, voilà, il suit mes aventures, mes chroniques de voyage, mes livres, et puis on se parle vraiment, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça... Alors, j'entends que du coup, ce switch, il a changé ta relation avec ton fils. Ouais. Est-ce que ça a changé des choses avec d'autres personnes et de toi à toi? C'est-à-dire comment toi, tu te sens dans tes baskets, Ouais. dans ton corps, dans ton cœur, et dans ta capacité à être en relation avec les autres. Est-ce que le voyage, ça a changé quelque chose? Le voyage, Bon, j'ai toujours voyagé, hein. J'ai toujours aimé voyager. Je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Tu ouvres un bouquin d'astrologie, il y a marqué voyage qui clignote en rouge. Donc, je suis vraiment voyageur dans l'âme. J'avais la chance d'avoir une maman qui travaillait à Air France. Donc, on ne payait pas très, très cher les billets d'avion depuis tout petit. Donc, j'ai voyagé énormément, mais plutôt en vacancier et accompagné par des parents dans un premier temps. J'ai voyagé ensuite beaucoup en tant qu'homme d'affaires, voilà, et j'avais la chance de gagner un petit peu d'argent, donc j'allais plutôt dans des pays lointains. Mais ce voyage et le fait d'écrire aussi des chroniques de voyage qui m'ont fait réfléchir sur le monde, sur moi-même, parce que je suis parti quand même à la découverte du monde, mais c'est quand même le plus beau moyen de découvrir soi-même, cet inconnu qui sommeille en nous, et ça peut prendre une vie. Et ça peut prendre beaucoup de courage, parce qu'il faut descendre, c'est de la spéléologie, hein. Mais c'est un juste retour des choses pour ensuite aller vers l'autre et être encore plus éveillé, plus ouvert, parce que bah, du coup, l'autre nous a servi de miroir et nous a appris des choses qu'on ne connaissait pas, et on peut en parler après, parce que je suis en train d'écrire un troisième livre justement sur l'altérité et comment essayer de sauver cette humanité qui s'éteint et qui se met dans des antagonismes fous. Voilà. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Mais effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Mais je voyageais pour consommer des pays, voilà, là, par contre, quand j'ai tout quitté, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Je voulais symboliquement partir à l'autre bout de la planète. Donc c'est vraiment l'autre bout de la planète. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie parce que j'ai dilapidé, j'ai fait exploser ma vie, j'ai tout vendu, me suis séparé de tout en 2 mois seulement. Donc il faut imaginer quand même que pour toutes les personnes qui ont un appartement ou une maison top chrono et dans 2 mois, ils sont en Nouvelle-Calédonie et ils ne possèdent plus que 14 kilos.
Voilà, ça demande un peu d'organisation. Et donc, fatalement, il y a deux, trois aspects administratifs et fiscaux qu'il faut quand même régler. Donc, d'où un territoire français. Puis après, j'ai enchaîné, je me suis installé, j'ai visité, j'étais très itinérant. Mais t'étais plus touriste. J'étais plus du tout touriste. C'était quoi alors? J'étais habitant des lieux que je traversais. J'étais l'étranger. Tu as senti que c'était différent du coup ce voyage-là? Radicalement, puisque À quel endroit t'as senti? bah, assez vite, quand tu t'assieds dans ton Boeing et que tu pars en Nouvelle-Calédonie avec juste un petit sac et que tu n'as pas de date de fin et que tu n'as pas de possibilité de revenir, parce que globalement, tu sais que tu viens de faire une croix sur le système qui aujourd'hui est pour moi insupportable parce que on en revient à la liberté et je trouve qu'on est dans un monde qui est de plus en plus liberticide, on croule sous les règlements, on croule sous les obligations, les taxes, etc. Et Dieu sait si un entrepreneur est quand même très exposé à ça, plus que les autres, et les obligations, les machins, enfin bref. Et donc j'en pouvais plus. Et donc c'était me désencombrer et aller vers l'essentiel de la vie, c'est-à-dire se reconnecter à la nature. J'étais pas pas un amoureux, mais j'étais pas un grand pratiquant de la nature. J'avais une maman qui avait une jolie maison au fin fond de la Creuse, donc on peut pas faire plus sauvage, quoi. Quand on croise des gens, on peut faire 25 km sans croiser une voiture, donc la Creuse, je vous invite à la découvrir, c'est un merveilleux pays, mais voilà. Et elle me disait souvent, dès que j'arrivais, tiens, on va aux champignons. Je dis, maman, on va à Intermarché, il y a les champignons, ils sont prêts, ils sont sous vide, pourquoi aller dans la nature? Sauf que là, j'ai depuis 5 ans, c'est une révolution pour moi. C'est parce que je m'appelle Pi, donc je porte le nom de 12 papes, hein, PIE, Pi premier à Pi 12. Et je dis que j'étais plutôt agnostique. J'ai jamais été élevé, j'ai pas été baptisé, voilà. Mais j'ai rencontré l'idée de Dieu, en tout cas une certaine divinité ou une relation avec une métaphysique tous les jours, quasiment tous les jours, dans plein de contrées, parce que j'ai vraiment vécu tellement de choses et je reste pas dans les villes, hein, je voyage pas comme j'ai voyagé auparavant. Je vais avec des tribus dans l'Amazonie, je vais avec des tribus en Afrique, enfin bon, je dors sur le toit de mon 4x4 au milieu des animaux, enfin des choses un peu marrantes et aventureuses, donc tu te connectes vraiment à la nature et à l'environnement. Et donc j'ai eu un choc, j'ai eu une révélation, mais qui est arrivée par petites doses régulières, un shoot de divinité, c'est la beauté vertigineuse de notre planète. Et puis le génie du vivant. Je pouvais rester 2 heures avec des bigorneaux, des fourmis coupe-feuilles, à observer des singes dans les arbres, voilà, et au contact de ce... Et forcément, tu dégringoles de la pyramide, du sommet de la pyramide sur laquelle se sont assis des générations d'hommes avant toi, en pensant que il y a que les hommes et puis le reste, c'est... Voilà. Non, on est un parmi tant. On n'est pas plus géniaux que les autres, on a une capacité à inventer, innover, certainement à travailler en collectif, parce que l'homme seul, il n'est pas grand-chose dans la nature, c'est quand même une espèce assez fragile. Il a intérêt à courir vite. Et, euh, et par contre, en collectif, on est capable de faire des choses, des fusées, enfin voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose en fait dans ton rapport à toi, dans ton rapport à ton corps, dans ton rapport à tes émotions et dans ton rapport aux autres, c'est-à-dire comment tu rentres en relation? Est-ce qu'en fait il y a une alchimie aujourd'hui, par exemple sur ton optimisme, sur ton pessimisme, sur ton anxiété, sur ta détente, sur ta tension intérieure ou ta joie de vivre? Est-ce que ça a une incidence en fait biochimique et relationnelle? Alors je crois que le voyage, c'est quand même une école formidable pour apprendre à vivre. Et on peut pas voyager seul. Comme disait Pessoa, quand je vois du beau, j'ai envie d'être deux. Et donc, il y a déjà l'émerveillement, il y a le choc émotionnel qui fait que quand on est vraiment seul, on prend des jets d'émotions, de beauté ou d'intelligence du vivant, comme je disais. Et souvent, au fur et à mesure du voyage, j'ai commencé à regretter d'être seul. Enfin, d'avoir envie d'avoir une compagne pour dire au moins pince-moi, est-ce qu'on a vécu le même truc parce que c'est juste incroyable. Et puis pour partager, pour se dire. Alors j'ai fait des centaines de rencontres. Et c'est assez facile parce que quand t'es le voyageur, t'es libéré de toute obligation. T'as 50 ans, 52 ans, 55 ans, 59 aujourd'hui.
Tu dors dans une auberge de jeunesse. Alors, tu as un peu plus d'argent que des jeunes de 20 ans backpackers, donc tu te prends la chambre seule avec la salle de bain qui va bien, mais ça coûte pas cher. Et par contre, le soir, tu bois des bières avec eux. Et 5-6 fois, j'ai eu la même expérience. J'étais entouré de jeunes de 20, 25 ans, 22 ans, l'âge de mon fils. Et puis, il y en avait toujours un qui me regardait un peu, les yeux un peu dans le vague. Je sentais qu'il réfléchissait. Et je lui dis, mais pourquoi tu me regardes? Et souvent, la réponse était à peu près la même. C'est non, 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 c'est que je pensais à mon père, je l'imaginais à ta place, il n'aurait pas les couilles de faire ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai demandé à mon fils avant de partir. C'était un mois avant de partir, donc l'appartement était en train de disparaître, enfin en tout cas les meubles. Et je lui ai dit, tu sais Mathéo, comment tu prends ça? Parce que moi j'ai un petit peu le sentiment parfois, une petite bulle comme ça qui remonte de t'abandonner. Enfin, je vais partir à l'autre bout de la planète, on va plus se voir. Et tu viendras me voir, mais voilà. Et lui m'a dit, écoute papa, je te croyais pas capable. Parce que chaque année, on bossait, tu bossais. Assez souvent, je louais un voilier pendant une semaine, 10 jours, 15 jours pour inviter des amis, et voilà. Et pour surtout me défaire de tout ce qui est superficiel, de tous les problèmes, parce que la mer a cette vertu, il suffit de rester 5 heures à regarder l'horizon et on revient avec les 3 choses essentielles qui comptent pour nous et tout le reste, on l'a laissé un peu à la mer. Et il me disait, le problème c'est que tu étais sur le voilier, bah, tu travaillais tout le temps, et qu'on arrivait au port, tu savais pas arrêter de travailler. C'est pas que quand on a des dizaines d'employés, on est plus dérangé que le président d'une boîte du CAC 40. Voilà. Et on n'arrête jamais de travailler. Mais il me dit, bah, je vois maintenant que l'appartement est en train de disparaître, je m'aperçois que tu as des couilles. Bah, je lui dis, t'en viens, tu devrais le savoir. Voilà, et donc c'est une petite histoire comme ça. Et le voyage, donc au fur et à mesure, Alors au début, j'étais dans des pays, je voyageais un peu comme je voyageais quand j'avais de l'argent, que j'étais dans 15 jours, il fallait que je rentre en France. Je louais des voitures, camper van, et puis au fur et à mesure, tu apprends la solitude. Alors moi, je suis plutôt solitaire, j'ai toujours, voilà, été... Alors j'ai fait un test quand même, avant de partir. C'est pas un test, c'est ce test qui a décidé que je ferais un tour du monde, que je partirais en tour du monde. Quand j'ai vendu ma boîte, je n'avais aucune idée que j'allais faire un tour du monde. C'était pas un projet, j'ai jamais eu envie. Même si jeune adolescent, j'avais ma mère qui travaillait en France et j'avais mis une map monde comme déco dans ma chambre et j'ai appris le nom de toutes les capitales du monde, etc. Et sans doute, en écrivant Libre, mon premier bouquin, dans les bulles de raison qui m'ont poussé à voyager et à avoir cette vie si libre, sans doute y avait-il ce souvenir inscrit dans mes gènes de la map monde qu'il fallait absolument, voilà. Et je dis dans le bouquin, finalement, j'ai mis 45 ans à faire le tour de ma chambre. Parce que maintenant, j'ai sauté dans la map monde et je la vis. Voilà. Et donc, le test, ça a été que quand j'ai vendu ma boîte, c'était un 21 juin, le 25, j'ai décidé, j'avais une grosse moto, vraiment une grosse moto, et j'ai décidé de partir seul. C'était l'été, à l'aventure, en France, faire le tour de France, sans aucune carte, sans GPS, justement en me laissant guider par le soleil et mes envies du moment, comme je suis un petit peu joueur. Il y a des matins, je me disais, tiens, je vais suivre les noms des villages les plus courts. Tac, 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 à gauche, à droite, à gauche, à droite. Hein. Bon, 2 heures et demie après, j'avais fait quasiment un cercle, j'étais quasiment revenu au point d'origine, donc j'ai des revendications pour la DATAR à l'époque ou l'aménagement du territoire, disant si vous voulez que les gens progressent, mettez des villages avec des noms courts un peu partout. Ou alors j'étais dans les Cévennes, je venais d'essuyer un orage, j'avais vraiment 2 routes, la croisée des chemins, gauche-droite. J'appelle un ami qui était à Paris, qui est entrepreneur, il était en comité de direction, il me dit je te rappelle, je te rappelle. Je dis non, non, juste une question, je prends à gauche ou à droite? Évidemment, il savait pas où j'étais, il me dit bah prends à droite, ça se passe toujours mieux. Hop, d'accord, à droite. Et voilà, cette vie-là, un peu facétieuse et libre, où je passais mon temps je m'arrêtais quand j'avais envie, je dînais seul, je déjeunais seul, je rencontrais des gens, j'avais des conversations de circonstances comme on peut en avoir quand on fait du tourisme en France, mais c'était pas le grand saut dans l'inconnu, dans une tribu indigène, etc. Et donc, j'écrivais beaucoup, et le soir, du coup, je faisais des chroniques de voyage, et puis je suis rentré 27 jours après, avec la volonté de dire il faut étendre un peu le territoire, quoi. Donc, et c'est ce qui m'a permis de choisir de changer de vie, quoi. En disant il faut absolument que le jour où la mort vienne me voir, je puisse lui dire les yeux dans les yeux et dire à mes proches et ceux qui m'aiment,
vous inquiétez pas, et vas-y, merci pour le rab. On en a bien profité, c'était génial, et maintenant, s'il y a un nouveau voyage, je suis prêt. Ok. Et c'est quoi alors ton nouveau voyage et ton nouveau projet? J'ai cru comprendre que tu as un projet avec d'autres personnes et comme un guide, comme un thérapeute, un peu comme moi. Oui, alors bon, alors là, il se trouve qu'on se parle par un heureux accident, puisque j'étais déjà reparti, parce que je veux pas changer de vie, et cette vie nomade de vagabond du monde, et d'écrivain voyageur, parce que j'ai passé plus de 30 ans à être entrepreneur, et aujourd'hui je suis, on va dire, un poète nomade ou un écrivain voyageur. Je veux continuer d'écrire, je veux continuer de me consacrer à la découverte du monde et à la compréhension de ce monde. Ce qui est pas simple de comprendre le monde, de savoir d'où on le voit et de passer outre ses croyances, son histoire, enfin voilà, toutes ces faux semblants ou ces obstacles qui nous empêchent d'aller vers l'autre de manière naturelle et saine et de le comprendre. Et donc, aujourd'hui, je suis de nouveau en France depuis quelques mois, mais je repars là dans quelques jours, en Colombie. J'ai dû abandonner ma moto à Buenos Aires parce que j'ai eu un accident de moto. J'ai goûté quelques heures à l'hôpital public euh, argentin qui m'a donné envie d'être rapatrié. Alors l'hôpital français va très mal, on sait on est en train de nous le casser de toutes parts, mais enfin il nous reste encore une longueur d'avance par rapport aux Argentins. Donc je suis rentré et j'ai été dorloté en France, je me suis réparé, donc j'ai une plaque de titane avec 10 merveilleuses vis, hein, je suis un mannequin de chez Leroy Merlin. Et puis je me suis abîmé le genou gauche, j'ai eu aussi un incident quand j'étais à Paris. Et donc fort de tout ça, j'ai passé quelques longues semaines ou mois sur un canapé à me refaire. Mais bon, le problème, c'est que j'ai des fourmis dans les jambes et la route me manque. Et le bonheur de partir le matin sans savoir où on va et d'avoir une vie qui est remplie à 95% de son temps par de l'imprévu, ne rien prévoir. Les gens me disent, mais tu choisis le parcours, tu décides des pays que... Non, je vais dans le pays le plus proche. Je suis en moto, donc c'est un outil de liberté incroyable, mais c'est une contrainte aussi, puisque dans ce coup, tu prends plus un avion pour changer de pays ou de continent, tu as ta moto, donc il faut que tu ailles là où tu peux aller. Ce qui était un vrai problème aussi pour l'Afrique en véhicule, c'est-à-dire que voilà, j'ai dû bypasser l'Afrique de l'Ouest parce que ça devenait trop compliqué, c'était un cauchemar, les frontières étaient fermées, enfin bref. Et donc j'ai fait l'Afrique australe. Et donc l'idée c'est que là je repars en Colombie, je pense avoir vécu, visité, séjourné, étudié, écrit dans tous les pays d'Amérique latine, sauf le Venezuela, où j'ai pas mis les pieds parce que c'était un pays un peu compliqué ces temps-ci. Et donc, j'ai encore envie de voyager. Alors, l'Amérique latine, je la connais bien. L'Amérique du Nord, j'y étais allé plein de fois avant. L'Océanie, j'ai éclusé ce qu'il y avait. Il me manque la Guinée équatoriale, enfin pas la Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon. Ça, j'ai vraiment envie d'y aller un de ces jours. Mais il y a une grande inconnue, même si j'y suis allé pour affaires dans le passé, c'est l'Asie. Et donc, maintenant j'ai une relation avec une femme formidable, donc qui m'accompagne, qui est une sorte de mon meilleur copain en même temps, parce qu'elle fume des cigares, elle boit du whisky, et puis elle voyage en moto, et elle est aventurière, elle est voyageuse. Et elle m'a rejoint 3 fois un mois, en Bolivie, en Uruguay et au Brésil. Donc je l'ai vu voyager, j'ai vu notre complicité, notre entente, etc. Et donc on a décidé de s'installer en Colombie pour créer un projet autour de l'agriculture régénérative, faire vivre des communautés. Moi je rêve depuis longtemps d'une cabane au bord d'un lac, pas trop près des hommes quand je vois ce qu'ils ont fait aux animaux et à la nature et ce qu'ils sont en train de faire de cette planète. Mais pas trop loin non plus, parce que la communauté et le social, c'est vraiment très important, et puis je suis un peu un animal sociable. Et là, l'idée, c'est que donc ma compagne vive en Colombie, moi aussi une grande partie de l'année, mais je veux continuer de voyager, principalement pour découvrir l'Asie, et cette fois-ci pour en faire une activité, si possible rémunérée, pour d'une part découvrir, faire transmettre tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur le temps long, la solitude, enfin faire vivre des expériences plutôt
extrêmement simple ou extraordinaire, puisque les deux sont souvent liés. Et pour aller vers l'extraordinaire, faut passer par le simple et laisser la vie nous révéler les scénarios qu'elle a à nous faire jouer et pas remplir son agenda comme les hommes modernes suroccupés et citadins souvent le font. Et j'en viens, donc je peux en parler très nettement. Et donc accompagner quelqu'un qui aurait l'occasion d'avoir un impact éventuel à son retour sur le monde, soit financier, soit par du pouvoir, pour, moi je pense pas pouvoir, moi, changer le monde à ma manière, et en tout cas le réparer ou l'améliorer comme je le voudrais, mais je pense que je peux être un inspirateur, un raviveur de flammes, un transmetteur d'enthousiasme et un ouvreur de conscience qui fasse que waouh, on regarde vraiment le monde tel que avec un scope beaucoup plus large et que la personne puisse par le travail qu'on aura pu faire parfois insidieux et inconscient être plus centré sur eux-mêmes et sur la nécessité de retrouver notre humanité, notamment en allant vers les autres et peut-être de participer avec des millions de dollars à des gros projets, de financer des projets de reforestation ou des choses qui ont du sens, puisque je pense qu'on a trois problèmes à régler qui sont des priorités absolues. C'est l'urgence écologique et faire en sorte de réensauvager cette terre et faire en sorte de retrouver un équilibre, une relation avec le vivant, et pas que la nature, mais le vivant au sens large. On a un deuxième problème, c'est les très très grandes disparités, inégalités qu'il y a dans ce monde. Jamais il y a eu si peu de gens qui ont possédé autant. Et là, de partout où je voyage, je vois les disparités. Le Chili, par exemple, est un des pays les plus injustes au monde, puisque 2% de la population possède 90% de l'économie. On voit vraiment enfin, des révolutions, et l'Amérique latine est un chaudron permanent depuis qui connaissent l'indépendance. Et donc on voit bien ce que vivent les peuples. Et puis on voit, il suffit d'ouvrir, de sortir de nos beaux quartiers et d'aller voir en France, dans certains quartiers, comme on dit, les fameux quartiers, comment vivent les gens, quoi. Et donc on a un vrai problème et on n'est plus en société. Et je pense qu'on vit depuis quelques décennies des gouvernements qui sont à la solde d'un monde qui est marchand, exclusivement matérialiste, voilà, avec un ego assez fort. Je pense qu'il faut qu'on retrouve un juste milieu là-dedans, un monde plus humain. Et puis on a un autre problème sur lequel moi je suis de plus en plus pointu parce que j'ai la chance de travailler à ce que je veux et donc d'écrire, de lire énormément, d'écouter des dizaines de podcasts, des conférences, de lire plein d'articles, ce que tout le monde rêverait de faire s'il n'était pas occupé 8 heures par jour, 10 heures par jour. Et donc on a le troisième problème qui est l'intelligence artificielle, qui est un vrai problème pour moi puisque ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et ce n'est pas pensé. C'est-à-dire que nous avons des responsables politiques qui n'ont aucune conscience de ce que ça va être. Et c'est quand même un risque sur l'humain. Et dans un temps où il va falloir très rapidement retrouver un lien entre nous, humains, avec le vivant, et pour remettre un peu d'aplomb l'équilibre climatique et de la nature, confier les clés sans plus réfléchir que ce qu'on a fait dans le passé à une intelligence artificielle. Ouais, je viens du monde du digital, hein, donc j'ai vu tout ça arriver, j'ai vu la virtualisation et je disais il y a 25 ans, 20 ans à mon fils, si tu veux être riche un jour, tu sois psychiatre. Parce que je savais déjà et j'anticipais, c'était un peu tôt pour lui dire, je voyais que les gens allaient se jeter dans un monde digital qui aujourd'hui est exponentiel, notamment depuis qu'on a tous une laisse électronique qui est le portable, un petit carré de 15 cm sur 5 là, et qu'on passe notre temps à caresser et à regarder tous les jours. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ça, il y avait juste des écrans d'ordinateur et puis surtout cette télé qui donne des visions, hein, donc le robinet à images, auquel j'ai contribué parce que je travaillais sur des projets audiovisuels. Mais je voyais vraiment qu'entre le monde réel et le monde fantasmé qu'on nous servait sur les canapés, plus l'arrivée des Netflix, etc., les gens allaient avoir des vies virtuelles, déconnectées, extraordinaires,
Les jeux vidéo, par exemple, l'explosion des jeux vidéo permet de faire plein de choses, mais que dans leur petite vie, souvent une vie pleine d'habitudes, où ils se connaissent pas vraiment, voilà, on allait devenir des sortes d'Américains qui se parlent plus, qui mangent plus ensemble, où il y a plus de relations. Et moi, les plus beaux moments de ma vie, c'est grâce aux autres et aux relations. Donc voilà. Et donc l'IA va largement nous séparer des autres. Alors même que toi, tu étais dans le système autour Ouais, ouais. de l'image et l'IA, tu quittes le système pour ramener les gens du méca au bio et leur offrir un voyage transcendantal. Est-ce que tu penses que il y a des gens qui vont répondre en fait à cet appel de l'aventure? Alors moi, je suis un garçon optimiste, hein. On parlait tout à l'heure et je crois pas avoir répondu à la question. En fait, j'ai un ami, pardon, qui me téléphonait quasiment tous les mois où je me retrouve en Bolivie, au Mexique, à Cuba, en Nouvelle-Zélande, etc. Et à chaque fois, il m'appelait et il me dit, Frédéric, je lis tes chroniques parce que je publie sur mon blog très régulièrement chaque semaine des choses qui amènent normalement à réfléchir. Et il me dit, j'ai tout lu, c'est formidable, etc. Mais raconte-moi derrière la carte postale, derrière ce que tu racontes, tes peurs, tes angoisses, les galères, enfin voilà. Et je lui dis, mais c'est devenu une sorte d'angoisse chez moi. Il fallait que je prépare. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter pour lui donner à manger? Parce que c'était tellement, il demandait de la marchandise, mais ma vie était tellement extraordinaire. J'étais tellement heureux. Il m'arrivait tellement de choses. Je découvrais, enfin voilà, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'étais au cœur de la vie et je me sentais incroyablement vivant. Sauf qu'il y avait cet appel de mon ami, que j'adore, et qui voulait savoir que c'est pas possible, t'as des doutes, tu regrettes, il y a des moments où t'es pas bien, où t'as peur. Et je lui dis, mais écoute, j'ai beau gratter, très très sincèrement, et puis un jour il m'appelle, j'étais à Quito, je venais d'arriver, j'avais mal dormi, et puis là il m'appelle. Alors il me dit, toujours pareil, hein, ces questions, et je lui dis, écoute, ouais, t'as une petite mine aujourd'hui là, franchement pas bien, etc. Bon, alors je lui racontais, je sais pas, je me suis dit, parfois je me demande pourquoi j'ai fait ça, enfin voilà, est-ce que j'ai eu raison? Faut une sorte de bulle de doute, voilà, mais vraiment effervescente et très rapide. Et puis voilà, il raccroche, et puis bon, le lendemain, j'avais bien dormi, ça allait bien, j'étais déjà reparti à visiter des trucs, à rencontrer des gens, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que justement, c'est à Quito qu'il y a un souvenir qui me revient, et c'est qu'en fait, une des plus belles récompenses pour moi, c'est pas tant une légion d'honneur sur le revers de la. Je suis toujours à regarder ces gens qui changent pendant 10 minutes leur petit truc de légion d'honneur sur le revers de leur nouveau veston. Je trouve ça un petit peu bon, bref. Et pour moi, la plus belle légion d'honneur pardon, que j'ai eue, ça m'est arrivé 5, 6 fois. C'était quand j'étais dans des grandes villes, à l'époque où il n'y avait pas encore de véhicules, de motos. Je prenais le taxi, l'équivalent de Uber local, etc. Et gens assez rapidement, moi je parle très vite parce que je suis là pour rencontrer des gens, hein, je suis pas là pour uniquement traverser des territoires vides et faire des jolies photos Instagram. Donc moi l'intérêt c'est que je vais au contact des gens. Et toujours les gars me disaient, les chauffeurs de taxi me disaient, mais vous êtes en affaires, vous êtes en voyage d'affaires, vous êtes là en touriste, voilà. Et j'expliquais, évidemment j'ai tout laissé tomber, ça fait 2 ans, 3 ans que je fais un tour du monde, dans plein de pays, machin, voilà. Et alors on parlait dans ce coup parce que ça interroge tout être de 50 ans ou de 45 ans ou quelqu'un qui a déjà 5 enfants. Enfin bon, chacun est coincé plus ou moins dans sa vie. Soit il l'a décidé, soit il s'aperçoit qu'à un moment donné, c'est pas simple. Et on parlait. Il me posait plein de questions. Et quand on arrivait au bout d'un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure avec les embouteillages à destination, je voulais payer. Il me disait non, por favor, non, es mío, non. Cadeau. Et 5 ou 6 dollars dans ces pays, c'est 15 ou 20 dollars de taxi à Paris, voilà. Et c'était waouh, des beaux cadeaux. J'insistais, mais parfois, non, non, non. Et en me disant, mais ils me raccompagnaient, ils m'ont serré la main, on s'embrassait, bravo, parce que je faisais le rêve de pas mal de monde. Et quels que soient les pays, quelles que soient les latitudes, tout le monde rêve de, à un moment donné, cette bouffée incroyable de liberté, et en même temps, bon. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de gens qui osent. Je croise énormément de jeunes de 20 ans qui, dès qu'ils ont plus d'argent, ils sont vraiment pas millionnaires, et donc ils voyagent, ils s'arrêtent dans des fermes, ils font du woofing, ils font plein de choses. Bon.
Et ils apprennent le monde, et c'est formidable de l'apprendre à 20 ans et de pas attendre 52 ans. Et puis je croise des familles, je croise des amis, et voilà, il y a plein de gens qui voyagent. La grande majorité, ils sont encore dans le système et ça se limite à 1 an. C'est rare que ça dépasse. Et alors, plus de 5 ans, j'en ai pas rencontré beaucoup. Voilà. Et au début de mon voyage, une anecdote, c'est que j'ai rencontré un Colombien qui voyageait en moto aussi seul. Et je lui demandais pourquoi il voyageait en moto. Alors, il avait cette jolie formule qui m'a beaucoup amusé, je m'en suis servi souvent pour la répéter, ça faisait rire les gens. Il me disait, porque gasto la mitad? Non, si. Le Colombien me disait, gasto la mitad et aprovecho el doble. Je dépense la moitié en voyageant seul, mais je profite du double. Donc voilà, et je pense qu'il y a l'envers de la médaille, c'est qu'à deux, on profite doublement, et voilà. Bon. Et il y a un autre latino que j'ai rencontré tout au début du voyage, en Europe, et je lui racontais que j'allais partir, voilà, que j'envisageais plein de choses, sans savoir quoi d'ailleurs. Et il me dit, tu vas voyager avec les 3 C. Vas a viajar con los 3 C. Je dis, mais c'est quoi les 3 C? Alors il me fait de manière très imagée, il me dit, tu cabeza, tu corazón, tus cojones. Ta tête, ton cœur, tes couilles. Et finalement, je dis aujourd'hui, très sincèrement, moi qui n'ai plus rien de matériel, j'ai découvert le minimalisme par moi-même. Enfin, et c'est après que j'ai trouvé il y avait un mouvement qui s'appelait minimaliste. J'ai lu des documentaires, etc. Mais moi, je me suis juste débarrassé de tout ce qui m'encombrait. Eh bien, je me suis dit, effectivement, dans l'expérience de voyage, avons-nous besoin d'autre chose que notre cabeza, notre sourire qui est notre passeport, avec notre cerveau qui est peut-être le centre de l'intelligence, notre cœur qui est la bonté, et notre courage qui représente, symbolisé par les couilles. En tout cas pour ceux qui en ont. Dans les semaines ou les mois qui viennent, alors Ma prochaine étape, ton programme. c'est un envol avant la fin juin. Et puis ensuite, d'essayer d'acheter un véhicule là-bas pour être plus libre. Parce que maintenant que j'ai goûté à la liberté absolue, j'ai beaucoup voyagé en bus au début, comme c'est un peu classiquement, mais le bus, ça va de point A à point B, les vitres sont plus ou moins propres, on voit pas forcément, on voyage beaucoup de nuit, et puis on voit un village ou une montagne qu'on a envie d'escalader, et malheureusement, le bus continue toujours. Donc la liberté aussi de mouvement est vachement importante. Et donc l'idée, c'est avec ma compagne d'acheter un véhicule, d'aller. Moi, j'ai passé plus de 3 mois en Colombie, donc je connais à peu près bien. J'ai une bonne idée d'un certain nombre de choses. C'est un pays extraordinaire qui est extrêmement varié, très prometteur en termes de développement, qui a une mauvaise réputation, aidée aussi par Netflix et Narcos, dont les Colombiens aimeraient bien se séparer de voilà, qu'on leur en parle pas trop en tout cas. Et donc l'idée c'est de se trouver un coup de cœur, une terre, soit au nord, alors il y a les Caraïbes, l'Amazonie, on ira parce que c'est extrêmement important et j'engage tout le monde à voyager en Amazonie et je pense qu'on en revient en comprenant ce que c'est que ce joyau qui est la planète. Parce que je suis toujours un petit peu sidéré d'entendre des astronautes qui font le voyage, qui vont en orbite autour de la Terre. Un des derniers, c'était dans une émission Voyage en terre inconnue, Thomas Pesquet, qui relatait ce que d'autres astronautes ou voyageurs de l'espace avaient dit avant lui, en disant mais on comprend quand on est dans la station spatiale ou dans un véhicule en orbite autour de la Terre, de l'importance de notre planète, de son unicité, de sa préciosité, sa richesse. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est le seul lieu où on voit absolument aucun être vivant, tellement on est loin, voilà. Mais on voit la beauté. Et c'est quand même dommage de dépenser des centaines de millions de dollars pour envoyer un type dans l'espace pour qu'il s'aperçoive d'un seul coup, alors qu'on a ça tous les jours, en allant se reconnecter à la nature, en calmant nos égos et nos agendas survoltés, et en regardant ce qui nous entoure, en faisant silence, en écoutant le chant des oiseaux, en laissant nos sens en éveil, parce qu'on est devenu des êtres atrophiés où il n'y a plus que 2 pouces qui globalement fonctionnent à peu près. Et donc voilà, allons visiter ou explorer hors des sentiers battus notre nature. Je crois qu'il y a 95% des 1,4 milliard de touristes qui bougent chaque année, qui vont dans 5%
de la planète. Donc, ce qui fait que maintenant, il y a des embouteillages en haut de l'Everest ou du Kilimandjaro qui sont devenus des tartes à la crème de l'aventure. Mais enfin, je suis un bon témoin, je peux dire que j'ai quasiment voyagé seul tout le temps. Enfin, j'ai croisé peu de gens et la nature, elle demande, voilà. Donc, n'allons pas nous agglomérer et allons effectivement, et donc trouver un lieu. Et puis en fonction du lieu, ben, on louera pour voir si on est déjà accepté, ce qui est pas simple, hein, parce que même en France, quand tu es à Paris, tu vas en province, tu te mets à côté des agriculteurs, tu resteras toute ta vie le parigot. Donc comment on vit l'altérité et comment on s'intègre, c'est important. Il ne faut pas venir avec le français qui vient vous donner des leçons, évidemment, mais enfin bon, je suis plus du tout ce genre de truc. Et donc, en fonction de ça, ça va être construire une cabane ou plusieurs cabanes pour accueillir des gens qui viendront nous ravitailler en bonnes bouteilles de vin et en cigares. Et puis, déconnecter d'un monde qui va trop vite, trop fort et trop intelligent par l'artificiel. Et moi, continuer mes voyages en saut de puce, un mois par-ci, un mois par-là, etc., mais en Asie, dans des destinations plutôt où il n'y a pas trop de touristes, on va dire. Donc la Mongolie, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc., et puis peut-être de temps en temps l'Asie plus conforme à tout ce qu'on connaît, quoi. Ok. Tu as un site web où les gens peuvent te Oui, rencontrer? j'ai un blog qui est un bon prétexte pour voyager virtuellement et choisir vos prochaines destinations de voyage. Enfin, et donc, où il y a pas mal de matière à réfléchir et à lire. Et qui c'est simplement frédéricpi.fr. Il n'y a pas besoin de www avant, frédéricpi.fr. Et voilà, j'accueille plein de gens et je reçois plein de messages via ce biais. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit un lieu inspirant. Je te remercie et bon voyage. Merci, Charles.